Bienvenue à tous, ici l'image de l'Afrique. Et aujourd'hui, dans le contexte de Kwibuka 25, nous parlons bien sûr de la préservation de mémoire. Lorsque le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 est arrêté par les forces de l'armée patriotique du Rwanda, du FPR, en juillet 1994, le silence et l'odeur âcre de la mort jonchent les quatre coins du pays. Ils sont les signes de l'atrocité qui s'est produite pendant 3 mois et qui a coûté la vie à plus d'1 million de Rwandais dans tout le pays. Aujourd'hui, 25 ans après, le Rwanda pleure et enterre encore ses morts. Et nous sommes à la veille de la 25e commémoration du génocide contre les Tutsis. Et le thème cette année, c'est la préservation de la mémoire. Préserver la mémoire, cette mémoire qui est cathartique pour les rescapés du génocide, un devoir patriotique pour les Rwandais du dedans et du dehors, mais aussi instructif pour toute l'humanité, pour savoir et pour que le plus jamais ça soit un champ que tous, autour duquel tous peuvent se rallier. On parle donc de ce devoir de mémoire, 25 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis. Et avant de vous présenter mes invités ce soir, j'aimerais revenir sur la conférence internationale du génocide qui s'est déroulée ces 4 et 5 avril dernier et qui a parlé justement de cette préservation de la mémoire, discuter des tenants et des aboutissants 25 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis. Et on revient juste après pour discuter avec nos invités. À tout de suite. Participe à cette conférence internationale de hautes autorités, dont la première dame, Jeannette Kagame, le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente et des chercheurs, des écrivains et autres intellectuels en provenance de différentes parties du monde. Le témoignage d'Edouard Bamporiki a notamment illustré les conséquences du génocide perpétré contre les Tutsis sur ce qui était encore petit. Lors du déclenchement du génocide perpétré contre les Tutsis, Bamporiki, alors âgé de 10 ans, était malade et hospitalisé. Il se souvient le jour où le nommé Pascal, accompagné de son enfant, sont venus et se sont cachés sous son lit d'hôpital et que le jour suivant, les bourreaux les ont trouvés et les ont assassinés. Et Edouard Bamporiki est resté alors dans l'embarras. The same day in the afternoon, this bodies was still in the room. I went outside of the... Ce jour-là, le soir, la dépouille de ce monsieur était encore dans la salle. Et lorsque je suis sorti, j'ai trouvé que mon instituteur a été aussi assassiné. Et ces choses m'ont vraiment fait perdre la tête, car ma mère m'avait dit que le monsieur et son enfant avaient été massacrés car ils sont Tutsis. Et m'a rappelé que nous sommes Hutus, mais lorsque j'ai vu la dépouille de l'instituteur, j'ai été choqué et j'ai retourné dans la salle. Et j'ai dit à maman, tu m'as dit qu'on est en train de massacrer les Tutsis, mais aussi les instituteurs. Et je lui ai dit que s'ils sont en train de tuer les enseignants, les prochains, ce sont les écoliers. Et je l'étais, et je me disais que c'était fini pour moi. Mais maman me dit que l'enseignant était également Tutsi. I was somewhat concerned. And my mom told me, your teacher is a Tutsi as well. Le secrétaire exécutif de la commission de lutte contre le génocide, CNLG, le docteur Jean Damascène Bizimana, estime que les Rwandais doivent préserver davantage leur unité. Le génocide est la conséquence de l'idéologie de haine enseignée et disséminée. Lorsque les gens retrouvent l'unité, aucun génocide ne se reproduit plus et plus encore, aucun meurtre ne se produit. C'est ce que nous voulons soutenir tout en sensibilisant les gens qui ont l'idéologie de génocide de la placer au placard car elle détruit et ne construit rien.
Il y a actuellement des corps qui ont été trouvés à Rusororo et Kabuga, environ 60 000 corps trouvés, et c'est une chose horrible car les gens construisent sciemment sur ces corps. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a présenté le Rwanda comme un pays modèle en se référant aux réalisations déjà atteintes pour un pays à la situation géographique pénible, telle qu'une petite superficie, une forte densité de la population, l'enclavement et le développement jour après jour, qui pour lui est une leçon au monde en général. Despite all these obstacles, Rwanda has achieved spectacular economic progress. Mis à part tous ces défis, la croissance économique du Rwanda a augmenté de manière extraordinaire. Par exemple, entre 2005 et 2016, le revenu par tête a augmenté de 5,2%, ce qui place le Rwanda à la deuxième place après l'Éthiopie. Le nombre de personnes qui savent lire est passé de 60% en 1994 à 70%. Les effectifs scolaires au primaire ont doublé. Les personnes indigentes sont passées de 56% à 38% entre 2005 et 2013. Je félicite les Rwandais, le leadership et la population en général pour ce progrès extraordinaire. Aujourd'hui, le Rwanda est en première ligne pour faciliter les étrangers. C'est la première place où les investisseurs trouvent de facilité. Un pays admirable en matière de propreté, la police sur la route, professionnelle et incorruptible. It is one of clean and safe streets with traffic police that do not seek bribes. Les jeunes qui participent à cette conférence internationale sur le génocide perpétré contre les Tutsis se réjouissent du progrès que le pays a réalisé et disent qu'ils sont prêts à apporter davantage leur contribution. La leçon que j'ai apprise aujourd'hui dans tous les exposés, c'est que nous devons d'abord être lucides sur tout ce qu'on nous dit et puis choisir ce qui est correct. Ce que nous voyons, ce sont les conséquences de l'histoire qu'ils ont vécue, mais nous ne sommes pas beaucoup touchés et c'est pourquoi j'ai dit que nous devons avoir de nouvelles pensées positives qui permettront au Rwanda d'avoir dans l'avenir une nouvelle génération dont les idées diffèrent de celles qui ont entraîné le Rwanda dans le génocide, mais que nous continuions à travailler et aller le plus loin possible. Cette conférence internationale de 2 jours qui rassemble à Kigali des centaines de participants se tient au moment où dimanche, le 7 avril, le Rwanda et le monde en général vont commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et qui a emporté plus d'1 million de victimes. Et voilà donc pour la conférence internationale sur le génocide qui s'est déroulée les 4 et 5 avril à Kigali. J'aimerais à présent que vous m'aidiez à accueillir mes invités ce soir qui ont bien voulu nous aider à comprendre un peu mieux ce que veut dire la préservation de la mémoire. J'ai l'honneur d'être avec Koulsi Lamko, un dramaturge, romancier, poète et essayiste. Vous êtes issu du Tchad. Mais vous avez vécu notamment au Burkina Faso, au Rwanda, au Togo, en Côte d'Ivoire, aux Pays-Bas, en France, avant de vous établir au Mexique, qui est aujourd'hui votre terre d'adoption, entre guillemets. Et vous avez écrit notamment le roman qui est ici, La Phalène des collines, en 2000, et qui évoque le génocide des Tutsis avec une approche qui, je pense, est particulière. On en parle tout de suite. Bienvenue à l'émission. Merci pour l'invitation. Et je suis aussi avec Madame Virginie Brinker, maîtresse, j'espère que le mot maître s'accorde au féminin, oui. Maîtresse de conférence en littérature francophone à l'Université de Bourgogne. Vous êtes docteur en littérature française et francophone et vous avez, dans vos domaines de recherche notamment, étudié et fait une thèse sur le génocide au Rwanda, dont on parle un peu plus. Mais vous êtes aussi comédienne à vos heures perdues. Bienvenue à l'émission Impossible. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Parfait.
Et je suis aussi avec Jean-Marie Vianney Rurangwa, qui est écrivain, poète, artiste, professeur d'université. Vous êtes issu du Rwanda, mais vous avez vécu au Burundi, en Italie, en France, au Canada, entre autres, qui est aujourd'hui donc votre terre d'accueil. Et vous avez fait partie peut-être de ces artistes qui ont dénoncé très tôt le génocide contre les Tutsis, mais aussi les conditions difficiles des réfugiés. On se rappelle de la troupe Izuba, que vous avez fondée, et la pièce mythique de la traversée du désert. Et vous avez été membre de 1898 à 2000 du projet Écrire par devoir de mémoire, ce qui justifie tout à fait votre présence pour une discussion sur la préservation de mémoire. Et vous continuez au Canada à porter ce flambeau de mémoire justement sur le génocide contre les Tutsis. Bienvenue à l'émission. Merci pour l'invitation. Et j'aimerais commencer avec vous, 25 ans après, un quart de siècle. Oui. Après le génocide contre les Tutsis. On se rappelle, on commémore encore une fois, et chaque année, on a l'impression qu'on revit cette histoire. Oui. Quel est, selon vous, comment voyez-vous le chemin parcouru en 25 ans? Oui, je voudrais d'abord dire que c'est toujours bien de se rappeler, de commémorer. Je m'appuie toujours sur une citation du philosophe allemand Karl Jaspers, qui dit « Ce qui s'est passé est un avertissement. Oublier est une faute. Il faut toujours rappeler, incessamment. Parce que ce qui s'est passé, s'il a été possible que cela arrive, il reste encore possible que cela arrive de nouveau, chaque instant, chaque minute. Connaître ce qui s'est passé est peut-être la meilleure façon de prévenir que ça se repasse encore. Alors, c'est pourquoi, moi, personnellement, je continue à rappeler, à travers mes œuvres d'art, à travers mes poèmes, à travers mes romans, mes essais, mes pièces de théâtre surtout, parce que j'ai vu que le théâtre c'est un moyen, c'est un outil très important pour la sensibilisation, pour la diffusion, pour la transmission de la mémoire du génocide des Tutsis. 25 ans après, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Ici, on s'en rend compte, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour que les gens vivent ensemble, pour que justement le plus jamais ça ne soit pas lettre morte. Au niveau international, je dirais que ça va aussi bien parce que avec le temps, les gens connaissent. Et c'est ainsi que, par exemple, maintenant, on commémore le 7 avril le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, il y a beaucoup de choses et beaucoup de pas qui ont été faits. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais peut-être venir vers vous, Monsieur Lamco, et discuter de la manière dont il faut rendre compte, finalement, de ce qui s'est passé en 1994. Comment, pourquoi, pour quel objectif écrire sur les génocides. Et puis on reviendra plus tard sur justement la Phalène des collines. Mais selon vous, quelle est la meilleure manière de préserver cette mémoire et d'y rendre compte à travers des œuvres? On a parlé de l'art, mais aussi des livres. Oui, absolument. En fait, je pense que les productions, qu'elles soient littéraires, artistiques, qu'elles viennent du cinéma, qu'elles viennent de la musique, sont, pour nous qui sommes dans cette pratique-là, ce sont des outils. Ce sont des outils qui sont des prétextes qui nous permettent de toucher non seulement au cœur, à la sensibilité, à l'émotion, mais aussi à la raison. Et les utiliser, c'est un peu ce que nous faisons tous. Les utiliser dans ce processus nous permet non seulement de raconter, c'est pas juste la narrative qui est important, mais c'est le fait qu'à partir de cela, c'est une histoire en fait, qu'on raconte sur l'histoire de façon globale. Je reviens souvent sur l'Afrique. Je reviens souvent sur l'Afrique pour le fait que en Afrique, malgré cette tradition orale dont on parle assez souvent, on a oublié beaucoup de choses. On est devenu très amnésique
souvent je dis, mais qui se souvient de ce qui s'est passé en Namibie avec les Herero et les Nama, les Bamileke, etc. On a comme ça une histoire jalonnée de moments très très difficiles, mais qui ne se racontent plus nulle part ailleurs. Et c'est ce qui permet, comme le dit Jean-Marie, c'est ce qui permet que ces histoires-là se reproduisent, que ces événements se reproduisent et que ça ne touche plus personne. Donc, sur le cas du génocide des Tutsis, je crois qu'on a touché le fond en plein milieu du continent et utiliser ces outils-là artistiques pour le raconter nous permet de faire en sorte que cette mémoire-là parte en rhizome, en fait, de la façon la plus souterraine ou de la façon la plus visible possible, mais qu'elle atteigne toutes les couches de nos populations en Afrique, mais qu'elle aille vraiment beaucoup plus loin pour rencontrer d'autres mémoires également. Et je crois que c'est en cela qu'on peut réussir à constituer une espèce de conscience universelle qui fait que quand il y a un silence comme ce qui s'est passé ici il y a 25 ans, que cela ne soit plus possible et que partout ailleurs, les gens réagissent dès qu'il y a un drame comme ce qui s'est passé ici. Je reviendrai sans doute sur certains aspects, mais je voulais situer ce cadre-là pour dire l'importance de cette mémoire-là. Et pour l'expérience qu'on en a eue, finalement, ces outils, ces objets, prétextes qui ne sont que des... Au départ, les gens nous ont dit que c'était de la littérature placebo, c'était de la littérature pour se faire bonne conscience et pour nous enfermer dans l'arrière-cour de la mémoire, etc. Et puis on s'est rendu compte que à partir de ces livres-là, beaucoup de textes critiques ont été écrits, beaucoup d'étudiants un peu partout ont fait des thèses sur les livres, mais en ayant comment dirais-je, des orientations historiques et sociologiques, etc. Donc oui, et c'est important de le faire. Dans le comment, je pense qu'il y a, avec beaucoup de rigueur pour qu'il n'y ait pas une fausse histoire qui rentre dans ce qui se dit. Je me souviens très bien, avec mes étudiants à Boutaré, on écrivait beaucoup de textes collectifs avant de les mettre en scène. Il fallait voir le travail qui se faisait. Chaque mot avait une importance capitale et c'était discuté avec les étudiants. C'était discuté, c'était débattu et on finissait par avoir le texte qu'il fallait avec le consensus de tous pour que justement ça soit précis, que ça soit rigoureux. Et c'est cela, le comment, c'est un peu ça aussi. En fait. D'accord. Vous parlez de cette Afrique qui, quelquefois, peut être amnésique, mais dans le cadre du Rwanda, c'est aussi peut-être un pays qui est, d'une certaine manière, par les faits, réduit au silence, au moins pendant quelques mois, quelques années. Et les mots de la littérature permettent peut-être de nommer l'innommable, de redonner vie à ce qu'on ne peut pas décrire. Pour vous, quel rôle, Virginie, la littérature, peut jouer la littérature dans ce travail de reconstruction et dans ce travail peut-être de guérison, finalement? Je crois que ce que peut la littérature, comme l'a dit Koulsi Lamko, c'est effectivement pouvoir rencontrer d'autres mémoires, par-delà le monde aussi. Et si les mots ont toujours des difficultés à dire ce qui s'est passé, ce sera toujours un combat compliqué que celui de dire, de raconter, d'expliquer. Malgré tout, ce que peut la littérature, je crois, c'est nous permettre d'endosser ce que l'autre a vécu, celui qu'on n'a pas été, justement. Et je crois que dans le monde dans lequel on est, un monde qui est fait vraiment de racisme, et je parle en connaissance de cause puisque je suis française, et je vois bien la société dans laquelle je vis aujourd'hui, depuis un moment déjà, eh bien cette expérience de la littérature, elle est fondamentale parce que se mettre à la place de l'autre, ressentir ce qu'a senti l'autre, ce ne sera jamais équivalent. Mais au moins, je peux le considérer comme un autre moi-même. Et s'il y a quelque chose que peut la littérature, c'est m'apprendre que l'autre n'est pas un autre, finalement. Je crois ça. Ok. Et cette question peut-être de l'altérité,
revient dans les discussions de la préparation du génocide quand on dit que pour que le génocide soit possible, il faut déshumaniser l'autre. Il faut qu'il ne devienne plus humain et que finalement on puisse briser cette empathie. Et j'aimerais peut-être qu'on revienne sur l'humain justement. Souvent quand on parle du génocide perpétré contre les Tutsis, on donne des chiffres, on donne des statistiques, on donne etc. Mais ce sont aussi des gens qui ont perdu des membres de leur famille, etc. Et je pense que Monsieur Lulangwa, vous êtes bien placé, docteur Lulangwa, vous êtes bien placé. Je ne suis pas encore docteur, doctorant. Doctorant. Pour faire état justement de cette, vous parliez de déshumanisation et désidentification pour des Rwandais qui vont par-delà, et vous en parlez particulièrement dans différents ouvrages, les identités lourdes à porter, un Rwandais sur les routes de l'exil, au sortir de l'enfer. Alors pour vous, quel chemin peut-être ou comment rendre compte finalement de cette perte d'identité et retrouver cette identité rwandaise après? Oui, d'abord, pour revenir sur le phénomène de la déshumanisation, la déshumanisation c'est un processus obligé, c'est un passage obligé pour quelqu'un qui veut commettre un génocide. Parce que, comme le dit Roberto Guiducci, un Italien qui a fait une introduction au livre de Aimé Durkheim, le suicide, il suicidio en italien, il a dit que le code génétique empêche aux gens dans la même espèce de se tuer entre eux. Donc pour que quelqu'un arrive à tuer l'autre, il faut que ce quelqu'un soit mis soit classé dans une catégorie inférieure, donc non humaine, sous-humaine si vous voulez, donc comme un animal. C'est pourquoi par exemple, ici, pour qu'on tue les Tutsis, il fallait d'abord mettre un signe d'égalité entre les Tutsis, serpents et cancrelats. Quand on tue un serpent, quand on tue un cancrelat, on n'a pas de remords, la conscience reste tranquille. Donc la déshumanisation était un passage obligé. Alors, les gens qui ont été déshumanisés, plutôt le phénomène de la désidentification, j'en ai parlé au café littéraire, c'est un phénomène que j'ai observé justement, le terme de Erving Goffman, c'est sociologue canadien, américano-canadien, c'est-à-dire, d'une part, les gens qui ont été tués, qui ont été plutôt exilés, parce que j'en parle sur de l'exil, à un moment donné, ils avaient honte de leurs origines rwandaises. Et un peu partout dans les pays où nous sommes allés, il y avait ce phénomène de désidentification, soit par le choix d'un autre nom qui n'est pas rwandais, soit par les phénomènes de la pocope ou de la phérèse, c'est-à-dire couper les premières syllabes du nom ou les dernières pour les rendre pareilles à ceux au nom du pays d'asile. J'en ai dit au café, par exemple, quelqu'un qui s'appelait, par exemple, Mbonawucha. Alors il dit Mbona, donc c'est pour que ça soit un peu proche des noms aïwa. Hununziza, ça pouvait être un koulou, Hununziza, quelque chose comme ça. Mureka Tete, Mureka, trait d'union, Tete ou Tete tout simplement. J'en ai parlé au café, c'est ça. Donc on a peur de s'identifier, on a peur de son identité parce que cette identité-là a été la cause de la discrimination, a été la cause de la ségrégation, a été la cause de la perte de vie, quoi. Donc, pour être pareil aux autres, pour s'assimiler aux autres, ce processus-là est très important. Mais en même temps, on tue sa personnalité. Parce que c'est une personnalité d'emprunt qu'on cherche. Oui. Voilà. Et vous parliez d'exil. Donc, vous dites, donc, un Rwandais sur les routes de l'exil. Oui. L'exil, c'est une épine plantée dans sa chair et dont on ne peut jamais se débarrasser. Oui. L'exil, c'est le supplice de Tantale, l'aigle de Prométhée, le rocher de Sisyphe. L'exil, pour tout dire, c'est un calvaire qui n'a pas de trêve. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que vous définissez-vous encore comme un exilé? Non. Non. La preuve, c'est que je suis ici. Oui. Donc là, ce livre, je l'ai écrit quand, justement, je venais de rentrer au Rwanda après 35 ans. Donc, alors ça, c'est un reportage, en fait, de tout ce que j'ai vécu
quand j'étais en exil, soit au Burundi, où j'ai passé une grande partie de ma vie, et en Italie, en Belgique, etc. Et donc, tout ce que j'ai connu, mais en même temps, à travers moi, tous les gens de ma communauté, tous les gens qui étaient exilés, que ce soit au Zaïre, au Congo, en Ouganda, mon expérience, c'est l'expérience de ces gens-là. Voilà. Comme Victor Hugo dit, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Exactement. Donc, voilà. Et c'est ça. Maintenant, je suis là. J'ai choisi le Canada comme, comment dire, je vis à cheval sur les deux pays, si vous voulez. Donc, vous êtes un citoyen du monde. Exactement. Je me considère comme ça, d'ailleurs. Monsieur Lamco, vous avez écrit donc en l'an 2000 La phalène des collines. Une phalène, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un papillon de nuit qui peut être nuisible, ou du moins sa chenille est nuisible. Et c'est en fait un conte allégorique d'une reine qui revient hanter le Rwanda, ceux qui l'ont violé, etc. Pourquoi est-ce que vous choisissez cette forme pour rendre compte de ce que vous découvrez quand vous revenez au Rwanda en 98? Oui. C'est difficile à dire, faire l'exégèse de son roman. En fait, je ne sais pas si c'est un roman, comme vous dites, hein, c'est peut-être un conte, c'est peut-être un long poème. Premièrement, je ne m'occupe pas beaucoup des genres en littérature. Hein. C'est une manière de... Je ne respecte pas les genres. Hein. C'est une façon de ne pas vous enfermer dans une boîte. Oui, la phalène des collines, en fait, il faut... Pour tout dire, ça fait partie d'un imaginaire qui me semble se rencontrer assez souvent en Afrique. Le fait que parfois, les soirs, pour l'anecdote, quand on est assis, vient se poser un papillon et qui fait que l'on puisse frémir et que l'on puisse, dans l'interprétation, en fait, dire que ce papillon-là, c'est l'âme de quelqu'un qui est décédé, qui est venu se poser. Dans l'imaginaire collectif, c'est un peu ça. Et dans ce cadre-là, j'avais besoin, en fait, de m'inscrire dans la prosopopée parce qu'il était difficile à l'époque pour moi d'écrire un roman réaliste. La tragédie que je rencontrais à travers toutes les visites sur les sites, à travers toutes les discussions qu'on avait avec les gens, les témoignages, etc., pour moi, ne pouvait pas se raconter de manière réaliste, parce que c'était déjà au-delà de ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Donc, il me fallait entrer dans cette prosopopée pour essayer de faire se joindre, en fait, l'univers des morts et l'univers des vivants. Parce que, pour ce que j'observais à l'époque, les morts étaient tellement vivants, ils étaient présents, même physiquement, même par l'odeur et tout ça. Et les vivants étaient plus morts que les morts parce qu'ils étaient foudroyés complètement. Donc, il me fallait m'inscrire dans un processus de scission et comment dirais-je, et de fusion en même temps. Voilà, c'est pourquoi j'ai adopté ce type de texte-là qui, comme le dit Boubacar Boris Diop, permet de remembrer, en fait. Il s'agit de remembrer, de remettre une tête sur un corps, de remettre un bras, une jambe sur un corps qui n'en a plus, et en même temps de faire en sorte que remembrer ces corps-là permettent qu'on se souvienne. C'est un peu ça, la relation entre remembrer et remember, en anglais, et remembrer en français, qu'établit Boris Diop. Donc, c'est un peu cela, la phalène des collines. Et cette reine-là, elle est violée. Elle est violée par un prêtre, un évêque. Symboliquement, pour moi, c'est un peu aussi ça, toute l'intégrité des nations africaines qui existaient avant la colonisation et qui ont été violées dans leur imaginaire, dans leur constitution politique, dans leur sociologie, mais violées de façon violente. Hein, il fallait le raconter. Et s'il en est ainsi, ça veut dire que l'âme, ici, la phalène,
elle ne peut être que dans cette espèce de voltige pour rappeler aux gens la nécessité de retrouver un corps pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir continuer à exister en réalité. Et vous choisissez de représenter tout ce que vous avez vu par une femme, qui a été violée. On sait que le tribunal pénal pour le Rwanda a été le premier à faire du viol un crime de guerre. Et vous parlez, peut-être vous paraphrasez, vous utilisez la poésie finalement pour redonner du sens à ce qui n'en avait pas. Est-ce que pour vous, c'est peut-être une façon plus facile d'aborder des questions, certaines questions, et de permettre aussi au langage de se délier de des victimes du génocide? Oui, je me dis bien, peut-être pas facile parce que ça a été très très difficile. Je vivais ici quand j'écrivais ce texte-là. Je vivais au Rwanda. Donc ça veut dire que je vivais avec les fantômes et que je devais me lever pendant la nuit pour écrire. Et tout ce monde, en fait, du silence, je vivais au milieu de ce monde du silence de fantômes. Vous direz que je ne mets pas les mots sur les réalités, mais c'est un peu ça. Donc ça n'a pas été du tout facile de l'écrire. Et quand je l'ai terminé, j'ai dit qu'aucun éditeur n'en enlèvera un seul mot. C'était pour moi également une décision. Et personne n'avait voulu l'éditer. J'ai fait un forcing pour que ça puisse éditer. Et par la suite, ça s'est repris. Donc, c'est facile, c'est pas facile. Par la suite, ce que j'ai voulu, c'est que ce texte soit au milieu d'autres textes pour monter un spectacle. Oui. Et ce spectacle, nous l'avons appelé Corps et Voix, Parole, Rhizome. Oui. Un spectacle qui a mobilisé non seulement les étudiants de Boutaré, mais il fallait pour participer à cette mémoire-là qu'il y ait aussi des artistes africains. C'était un peu ça. Donc les gens sont venus de Côte d'Ivoire, ils sont venus du Bénin, etc., pour porter cette parole avec moi. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, ben, tout à fait. Alors, Madame Rinker, vous avez écrit donc la transmission littéraire et cinématographique du génocide des Tutsis au Rwanda, qui lie deux genres, deux médiums, et qui vous parlait du point de vue éthique et esthétique de cette relation finalement de la littérature qui a été consacrée au génocide, tout ce dont on est en train de parler ici, mais aussi qui fait un rapport peut-être avec les images qu'on a eues dans les médias en 1994. Pourquoi ce rapport? Ce rapport, il naît d'abord d'une expérience personnelle. Ce génocide, comme je l'ai dit au café aussi, je l'ai découvert par la télévision et par ce qui se présentait à moi, c'est-à-dire les mass médias internationaux, on va dire. J'étais lycéenne, j'étais face à quelque chose que je n'arrivais pas à m'expliquer et je n'ai compris qu'en les lisant, en fait. Koulsi Lamko, Jean-Marie Vianney Rurangwa, Boubacar Boris Diop et d'autres, je n'ai compris qu'en les lisant que je m'étais complètement trompée sur ce qui s'était passé quand j'étais lycéenne, que je n'avais pas forcément cherché à creuser plus, j'étais atterrée, voilà, mais et c'est en les lisant que j'ai compris des choses. Et du coup, ce qui m'intéressait dans la thèse, et ce qui m'a hantée aussi, c'est de savoir que peut la littérature, en fait, dans notre société de l'image, quand on est tous les jours face à des images qui nous assaillent, le lendemain on n'y pense plus, il y a des atrocités qui se déroulent partout dans le monde, on les oublie. Et je voulais me demander si la littérature pouvait rivaliser avec l'image et comment. Est-ce qu'elle pouvait écrire une autre mémoire, construire une mémoire même? Est-ce qu'elle pouvait agir comme une contre-représentation par rapport à ce qui s'était passé? Et en fait, j'essaye
de travailler sur ça dans ma thèse, c'est-à-dire véritablement, voilà, est-ce qu'il y a un style iconique qui peut essayer de rivaliser avec l'image? J'en suis profondément persuadée et je pense même que la littérature peut aller bien au-delà en s'adressant à notre inconscient, parce qu'elle est toujours très riche d'interprétations, très polysémique, ce qu'une image est rarement, finalement. Voilà. Alors, on a parlé bien sûr de la littérature, mais vous avez, de manière, à différents niveaux aussi, été dramaturge ou comédien. Vous avez utilisé les arts, l'expression artistique pour rendre compte de ce dont on parle. Alors, peut-être, si on parle des nouvelles générations, et on a parlé d'identité avec vous, si on parle des nouvelles générations, quand on essaie de transmettre, qu'est-ce que l'art peut, ou comment est-ce que l'art peut réellement transmettre, comme on l'a dit, on a parlé de la poésie, peut transmettre ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on voudrait retenir finalement de cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on donne aux prochaines générations? D'abord, à travers la littérature, donc à travers l'art, le théâtre ou la poésie, maintenant on étudie le slam, vous avez vu les jeunes qui se produisaient justement hier au café. Oui, donc l'art, plutôt la littérature, plutôt les représentations théâtrales, ça permet non seulement d'informer, parce que il y a une histoire qu'on raconte, une histoire plus ou moins réaliste, si les personnages sont fictifs, mais les événements qu'ils ont vécus sont réels. Et c'est pourquoi justement les spectateurs qui regardent une pièce de théâtre réaliste comme ça font ce que nous avons dit, une catharsis individuelle et collective. Je rappelais avant-hier comment une femme à Québec, dans la ville de Québec, qui nous a vu jouer et suite tes larmes, tiens-toi debout, et qui s'est reconnue dans ce que disaient les acteurs, a pleuré et il nous a remercié. Il a dit merci de m'avoir fait pleurer. Et le fait d'avoir pleuré, après 13 ans, ça lui a permis d'en guérir, de ce qu'elle avait vécu. Mais donc, ça informe, ça guérit, c'est une façon de healing, donc une thérapie individuelle et collective. Mais l'art aussi permet d'aborder un thème grave comme le génocide d'une façon douce, légère. Oui, donc, alors pour les jeunes générations, il y avait des gens qui disaient, est-ce que c'est bon vraiment de montrer ou de faire jouer une histoire atroce par des jeunes gens comme ça. Et finalement, nous avons vu que finalement, les jeunes sont intéressés et le fait de les faire participer à ces manifestations culturelles, artistiques, c'est une façon de les rendre familiers avec le thème du génocide. Et parce que ce sont eux les porte-flambeaux de demain. Ce sont eux qui vont faire de façon que la mémoire du génocide reste toujours vive. Moi, personnellement, j'ai intégré dans ma troupe des jeunes gens de 8 à 12, parce que ce sont eux, effectivement, qui vont raconter aussi, qui vont transmettre, qui vont vivre et qui vont faire tout pour que, justement, ça ne se refasse plus. Voilà. Parfait. Alors, il nous reste malheureusement quelques minutes, mais j'aimerais peut-être évoquer, encore une fois, vous avez parlé de l'Afrique, et c'est votre bataille, entre guillemets. On a, bien sûr, on connaît les différents événements dont il faudrait parler et qu'il faudrait répéter. Comment est-ce qu'il faudrait parler? Comment est-ce que l'Afrique devrait se parler à elle-même, d'abord? Et comment est-ce que l'Afrique doit parler? Comment est-ce qu'elle peut rendre compte de ce qui lui arrive et trouver des solutions endogènes, comme on le fait ici, les solutions locales? Oui, c'est toute la question de l'épistémé, la question épistémologique en fait. Tous nos systèmes éducatifs, nos systèmes de formation sont calqués sur des systèmes qui ne sont pas les nôtres et qui sont en déphasage avec ce dont nous avons réellement besoin. Je crois que c'est l'un des gros problèmes qu'on a dans l'éducation en Afrique de façon globale.
Donc, c'est une première chose. Ça veut dire qu'il faudra que les gens réfléchissent véritablement à un système qui permette une transmission qui s'inspire aussi de tout ce que nous avons hérité mais nous sommes l'un des continents les plus vieux au monde, en fait. Tout ce que nous avons hérité de nos millénaires, premièrement. Deuxièmement, pour en revenir à la question de l'Afrique avec ce que c'est que son histoire actuelle, il est important que toutes ces institutions que nous avons créées puissent être des institutions qui nous servent et qui servent à nos peuples. Et ici, formidablement, les gens sont repartis au Gacaca. Quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas être en train de juger 300 000 à 400 000 personnes à partir d'un système hérité du droit romain. Hein, et ça a fonctionné. Ça veut dire que c'est possible. Et il y a eu des choses, je peux citer le cas du Burkina Faso sur plusieurs points, où revenir à ce que nous avions dans nos traditions a permis de résoudre un certain nombre de problèmes. Par rapport à cette mémoire-là, moi ce que je souhaiterais, c'est quand même que ça soit que l'Union africaine, qui est quand même un cadre budgétivore, serve à quelque chose. Et si on pouvait faire en sorte qu'il y ait au niveau de l'Union africaine un texte qui oblige tous nos États pour un 6 ou un 7 avril chaque année à se souvenir dans les écoles, à se souvenir dans les lycées, à se souvenir dans les universités du génocide contre les Tutsis, je crois que ça serait déjà ça. Ce serait déjà énorme. Ouais. Et vous, ce que vous faites et ce que vous faites au Mexique, c'est aussi d'en parler aux autres qui ne sont ni rwandais ni africains et leur expliquer finalement. Quel rôle aujourd'hui, est-ce que on connaît le rôle que la communauté internationale a joué ou n'a pas joué d'ailleurs en 1994? Comment est-ce qu'on en parle aux autres, entre guillemets, et qu'est-ce qu'il faut leur dire pour que le message puisse passer? Justement, sur le comment, on en revient à la littérature. Enfin, j'ai travaillé, je travaille toujours avec pas mal d'historiens et on se pose la question de comment enseigner cela dans les classes en France à un public éloigné à tout point de vue, historiquement, géographiquement, aux jeunes de nos jours. Je parle des jeunes de nos jours. Et je suis à chaque fois surprise, sans l'être vraiment, de voir que mes collègues historiens passent par les textes littéraires et en particulier par les fictions. Alors bien sûr, les témoignages, ils sont absolument fondamentaux, mais dans un premier temps, un premier levier, c'est ça. C'est comme tu le disais, de pouvoir se rendre familier de cette histoire et puis avoir un œil aussi critique, c'est-à-dire ressentir des émotions, mais se questionner sur comment ça fonctionne. Et les collègues historiens aiment bien aussi passer par ça parce que la fiction, on n'y croit pas tout de suite, même quand elle est très bien faite. On n'y croit pas tout de suite, on la met en doute et du coup, on est entraîné à entrer dans une perspective historique. Et effectivement, je pense que par rapport à ce qu'il faut retenir de cette histoire, en tout premier lieu, je pense qu'il faut faire passer très très fort dans les classes, partout, l'idée que c'est une histoire longue, qui s'inscrit depuis la période coloniale et qui ne surgit pas comme ça du néant en 1994, qu'elle a des facteurs qui l'expliquent et que c'est précisément sur ces facteurs qu'il faut les reconnaître et il faut agir dessus. Comment est-ce qu'on assigne une identité, encore une fois? Et puis, cette histoire longue, ça permet aussi de se rappeler que, surtout dans les médias internationaux, le Rwanda n'apparaît dans les médias réellement qu'en 1994. D'où cette idée que c'est une histoire rapide. Je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu partager avec nous ce moment pour parler donc de la préservation de mémoire. Et je vous remercie à vous tous aussi qui nous avez suivis. On l'a donc compris, préserver la mémoire, c'est d'abord essayer de nommer l'innommable, mais aussi donner une voix à ceux qui n'en ont pas et rendre compte finalement de choses qui sont très difficiles peut-être à conceptualiser pour le cerveau et l'esprit humain. Mais c'est important
Et ça permet non seulement de rendre hommage à ceux qui ont péri durant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, de les expliquer, d'expliquer les faits, mais aussi de permettre finalement que le monde entier puisse en apprendre et faire du plus jamais ça, encore une fois, une réalité pour le 20e, le 21e et les prochains siècles. Donc voilà, merci à vous tous. On continue bien sûr à parler de cette 25e commémoration du génocide contre les Tutsis et on se retrouve pour d'autres programmes sur la télévision nationale. Au revoir.